Alors, comme on le sait, dans le contexte actuel, l'expérience patient prend de plus en plus de place dans nos organisations et dans plusieurs organisations, c'est même parmi les indicateurs de qualité. Dans un contexte comme celui-là, ça devient de plus en plus important et de plus en plus fréquent là, pour les organisations de considérer la perspective des patients pour améliorer la qualité des soins et des services. Mais en même temps aussi, c'est de comprendre le contexte organisationnel et de comprendre la perspective que les cliniciens ont de l'expérience des patients, donc l'impact de leur service, de l'organisation de service sur l'expérience des patients. Alors, en 2014, notre organisation a endossé ce grand changement-là en plaçant l'expérience patient comme sa première orientation stratégique. Donc, je ne passerai pas à travers le document, mais c'est notre planification stratégique là, qui tient sur une feuille recto-verso. Et comme vous pouvez le voir à la première bulle, donc nous prioriserons l'expérience patient. Et plus bas, on décline les différents objectifs spécifiques pour rencontrer ce grand objectif. Et parmi les objectifs spécifiques, on a, dans le fond, d'impliquer et de développer des mécanismes de partenariat avec nos usagers. Alors, avant 2014, avant de travailler à cette planification stratégique-là, notre direction avait déjà, fait un premier pas. Je vais revenir en arrière, je peux pas, donc c'est pas grave. Alors, on avait déjà fait un premier pas dans l'établissement en réunissant une équipe pour travailler à l'évaluation de l'expérience patient. Donc, on a délaissé l'évaluation de la satisfaction pour aller vers l'expérience. Et cette équipe-là a par la suite travaillé, s'est impliquée beaucoup, a travaillé dans une campagne de sensibilisation autour de l'expérience patient. Et petit à petit, le mandat du bureau d'évaluation d'expérience patient s'est élargi pour en faire un bureau d'expertise en expérience patient qui maintenant va donner du soutien au niveau de la direction générale, des directions transversales pour lancer des initiatives pour améliorer les soins et les services selon l'angle de l'expérience patient. Alors maintenant, je vous parle de l'étude qu'on a faite. Donc, en 2016, la direction néphrologie-oncologie nous a demandé de l'aide au bureau d'expertise en expérience patient pour, dans le fond, travailler sur un projet de révision des trajectoires de services et travailler à la révision de modèles de prestation des soins. Il y a deux événements principaux qui sont sous-jacents à ça. C'est qu'en 2011, le CHU de Québec a vécu une fusion de deux organisations de soins de santé, l'ex-CHUQ, le Centre hospitalier universitaire de Québec, et l'ex-CHA, le Centre hospitalier affilié, dans le fond, ont fusionné pour créer le CHU actuel de Québec, qui compte 5 hôpitaux. Or, dans ces deux groupes-là, il y avait des groupes d'oncologie qui travaillaient de façon différente. Le deuxième événement, c'est que prochainement, comme vous le savez, la plupart des gens le savent, à Québec, il y a un projet de construction d'un nouveau complexe hospitalier et toute l'oncologie va être migrée dans un centre intégré de cancer. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'équipe d'oncologie va travailler sous le même toit. Mais la difficulté là-dedans, c'est qu'il y a deux groupes d'hémato-oncologues qui ont des organisations de soins et de services très différentes. Donc, on va les nommer groupe A, qui travaille selon un mode d'organisation en pool. Donc, c'est un pool de médecins pour un groupe de patients. Il n'y a pas de médecin attitré à un seul patient. Donc, les médecins sont tous conjointement responsables du pool de patients. Et le patient peut voir jusqu'à 7, 8, parfois même plus de médecins durant son suivi de chimiothérapie. Et le groupe B, qui a un modèle plus traditionnel de un patient, un médecin. Par contre, ces deux groupes-là travaillent dans des organisations et des contextes très différents, c'est-à-dire que soit en termes de nombre de patients, de type de cancer, de sites tumoraux, l'organisation même des équipes. Dans certaines équipes, il y a des infirmières pivots, dans d'autres, il y en a moins. Le pharmacien qui donne l'enseignement de chimiothérapie, d'autres pas. Alors, c'est vraiment très différent et on a un grand défi d'harmoniser les pratiques de ces deux groupes-là. Alors, le contexte de l'étude qu'on a faite, c'est, on s'est dit que on devait inclure tout le monde dans le processus de révision de la trajectoire, la révision des modèles. D'abord le patient, mais également les cliniciens qui traitent ces patients-là.
Alors, l'approche, évidemment, les raisons derrière lesquelles la triangulation des données est importante, c'est que dans un premier temps, ça va nous permettre de mieux comprendre l'organisation, le contexte, la culture, les valeurs et les préférences, et d'aller voir, de quelle manière les cliniciens évaluent ou de quelle façon leur travail impacte l'expérience des patients. Donc, on a réuni ensemble également des cliniciens. On a rencontré des patients, mais on a aussi rencontré des cliniciens pour leur demander, qu'est-ce que vous pensez, à quoi ressemble l'expérience des patients lorsqu'ils viennent pour leur traitement de chimiothérapie? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'organisation de service, du fait de ne pas voir le même médecin à chaque fois, etc., etc. Donc, l'idée derrière ça, c'est que si on inclut les perspectives de tous les joueurs, on va arriver à améliorer, oui, l'expérience des patients, mais également l'expérience des employés, et on va être capable de développer des modèles qui vont être un peu plus harmonieux pour tout le monde. Alors, je vais sauter au niveau des objectifs spécifiques. C'est juste pour attirer l'attention sur le fait qu'on est allé chercher la qualité perçue selon tous les parties prenantes du projet. Alors, voici le devis de l'étude en un clin d'œil. Alors, dans ma direction, on a également la responsabilité des sondages auprès des patients en lien avec l'agrément. Alors, on venait de terminer une étude de 915 patients, chez lesquels 453 avaient reçu de la chimiothérapie. Puis, on a décidé de comparer l'évaluation de l'expérience patient, selon les 8 dimensions reconnues par le NHS. Donc, c'est le cadre théorique qu'on utilise. On s'est dit, on va regarder entre nos deux groupes, le groupe A, les patients qui sont traités dans le groupe A et les patients qui sont traités dans le groupe B, puis on va voir s'il y a des différences au niveau de l'appréciation des services. Donc, à partir de ça, on a ressorti les différences, puis on a monté un canevas d'entrevue et on a rencontré des patients en entrevue individuelle pour les questionner sur leurs préférences, leur demander comment ça se passait, c'est quoi l'expérience qu'ils vivent dans l'un et l'autre des deux modèles. Donc, comme vous pouvez voir, dans le groupe A, on a rencontré 20 patients, dans le groupe B, 13. La raison pour laquelle on a rencontré moins de monde dans le groupe B, c'est qu'on a atteint la saturation des données un petit peu plus rapidement, parce que tout le monde vit à peu près la même expérience. Alors, on est allé chercher également la perception des hémato-oncologues. La première question qu'on leur a posée, c'est: selon vous, est-ce que les patients aiment le modèle d'organisation selon lequel ils reçoivent les soins et les services? Évidemment, il y avait d'autres questions, mais c'était la principale. On était également intéressés à savoir, selon vous, c'est quoi le modèle idéal de prestation des soins et services? Donc, il y a beaucoup de médecins qui nous disent, je pense que les patients aimeraient mieux avoir un seul médecin, mais en même temps, notre contexte ne nous permet pas ça. Alors, dans un contexte comme celui-là, ça serait quoi un modèle idéal pour vous? Alors, on est allé chercher la perception de cette façon-là et dans une optique, justement, de faire participer tous les médecins, que tout le monde soit partie prenante, on a aussi développé un questionnaire web et on l'a envoyé à tous les hémato-oncologues. Donc, il y en a 13 sur 27 qui ont répondu au questionnaire. Ensuite, on est allé chercher la perception et les opinions des collaborateurs des hémato-oncologues. Donc, j'entendais tout à l'heure la difficulté dans le flot de l'information. Mais ça se passe aussi entre les collaborateurs et ça crée des frustrations. Donc, le radio-oncologue qui attend après le résultat du patient de la dernière chimio, ça peut être frustrant quand il ne sait pas quel médecin appeler. Donc, on est allé chercher des informations comme celle-là auprès de pharmaciens, auprès de radio-oncologues, de chirurgiens, d'infirmières, cliniciennes, pivots, etc. Donc, on a fait des entrevues individuelles. On a analysé ça selon un modèle d'analyse qualitative. Puis, ça va donner les résultats que je vais vous présenter dans quelques minutes. Il y a une étape supplémentaire qu'on a prévue également, et c'était d'aller chercher la perception et l'opinion des médecins de famille qui sont les référents de ces patients-là. Savoir, est-ce que vous entendez des choses quand vous voyez votre patient? Est-ce que, dans le fond, le modèle de soins dans le CHU, est-ce que ça lui correspond bien? Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez du modèle en pool versus le modèle enfin? On essaie d'aller chercher l'information, mais il n'y a que 5 médecins qui ont répondu au questionnaire, malgré de nombreuses invitations. Alors, je pense que le questionnaire auprès des médecins de famille, c'était pas la meilleure option. Alors, voilà, ça, c'est le devis de l'étude en un clin d'œil. Alors, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'analyses, beaucoup d'entrevues à écouter aussi, à transcrire. Alors, c'est un bon gros devis.
Ça, c'est la façon dont on a mesuré. Alors, c'est un peu le détail là, des phases d'évaluation, mais je pense que par souci de temps, là, je vais avancer un peu plus vite. Alors, vous avez les diapositives. Donc, tout simplement pour vous dire que dans la plupart des cas, on a fait à la fois une entrevue individuelle et un questionnaire. Donc, on a un modèle mixte, donc plus qualitatif et une étude de comparaison. Alors, voici juste un overview ou un survol des résultats. Alors, à la première phase, au questionnaire d'évaluation de l'expérience patient, là, sur nos 915 personnes où 453 avaient reçu de la chimiothérapie, il y avait déjà plusieurs différences significatives qui avaient été observées entre les deux groupes. Ces différences-là étaient surtout au niveau des dimensions expérientielles de l'expérience patient. Donc, beaucoup au niveau de la confiance que je suis capable d'avoir en mon médecin, me sentir respectée, me sentir impliquée dans les décisions, sentir que le personnel me supporte et qu'on écoute réellement. Et en même temps, aussi, pas seulement au niveau des médecins qui donnent ces soins-là, mais au niveau de tout le personnel, dans un des modèles, les gens étaient beaucoup plus cordiaux. Donc, il y avait des différences, même en dehors des prestataires de soins. Mais on a également trouvé des différences significatives sur les dimensions plus fonctionnelles de l'expérience patient. Par exemple, une communication plus claire, justement, moins besoin de répéter l'information. Sentir que la coordination des soins dans toute la trajectoire était beaucoup plus facile. Ça, c'est des commentaires qu'on avait beaucoup des collaborateurs. Les chirurgiens, les radio-oncologues avaient beaucoup de commentaires à l'effet que c'était difficile de suivre la trajectoire du patient dans un des modèles. Donc, ça, on le voit également au niveau, ça se fait ressentir au niveau du patient. Donc, justement, des documents perdus ou de l'information qui se rend pas ou le besoin de répéter l'information à plusieurs reprises. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est important pour les patients, lorsqu'ils viennent voir leur médecin, de sentir que le médecin les connaît réellement. Donc, connaissent le dossier. Ensuite, sans surprise, l'évaluation globale de la qualité des soins et des services a été jugée excellente par un plus grand nombre de personnes dans un des deux modèles. Donc, on avait déjà là des exemples concrets, des raisons, des justifications qui nous amèneraient à aller davantage vers un modèle que vers l'autre. Mais par contre, au niveau des données qualitatives, il y a plus d'informations, il y a une information plus fine qui ressort des entrevues qualitatives. Donc, si on regarde de façon générale, on sait que tous les patients dans le modèle du groupe B favorisaient l'organisation, tous sauf un, favorisaient l'organisation où est-ce qu'ils peuvent avoir l'occasion de rencontrer le même médecin dans une grande mesure des cas. Encore là, les thèmes étaient à peu près les mêmes là, que ce qui ressortait là, dans notre questionnaire d'expérience patient. Et dans le groupe A, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attendait à avoir à peu près la même chose parce qu'on sait aussi que on a également analysé les plaintes qui étaient déposées. On sait à partir des plaintes que des patients n'aiment pas le modèle d'organisation en pôle, mais en même temps, il y en a des patients qui aiment ce modèle-là. Donc, nous, on s'attendait à ce que tout le monde préfère un modèle que l'autre, mais c'est pas le cas. Et c'est pour des raisons parfois bien différentes. Donc, là, c'était déjà là une information qui n'était pas tout à fait ce à quoi on s'attendait. En fait, ce que les patients nous disent, c'est que c'est extraordinaire, le modèle en équipe, dans la mesure où les médecins travaillent réellement en équipe. Il y a une valeur ajoutée parce que j'ai plus qu'une perspective sur ma problématique. Je peux avoir une deuxième opinion sur la ligne de traitement qui m'est proposée, mais il faut que le médecin travaille réellement en équipe. Alors, on s'est dit qu'il y en a des avantages à ce modèle-là. Donc, c'est pas tout noir et pas tout blanc. Si on regarde les entrevues qualitatives qu'on a faites auprès des hémato-oncologues, tous les hémato-oncologues qui travaillent selon le modèle B étaient tous très convaincus que leur modèle, c'est le meilleur modèle pour favoriser la qualité de l'expérience patient.
Par contre, ces médecins-là nous disaient que oui, c'est le meilleur modèle pour nos patients, mais pour nous, parfois, ça peut être difficile et il y a certains désavantages sur le plan organisationnel. Par exemple, lorsqu'on part en vacances, si on a s'absenté, si on a donné des cours, l'organisation, elle est beaucoup plus difficile. Ensuite, la plupart des hémato-oncologues du groupe A, ce que eux nous disent, c'est que oui, la plupart pensent que la meilleure organisation, c'est d'avoir un médecin pour un patient. Donc, on a des gens qui pensent théoriquement la même chose, mais c'est pas toujours une organisation qui est possible concrètement compte tenu des contextes et des lourdeurs administratives parfois. D'autres fois, c'est les charges, c'est les tâches d'enseignement, la recherche, etc. Donc, dans un contexte où les contextes de soins et les contextes en milieu universitaire sont assez complexes, on essaie de trouver un modèle qui va favoriser à la fois l'expérience patient, mais qui va permettre aux médecins d'avoir une organisation pour pouvoir continuer ces tâches d'enseignement, faire de la recherche. Maintenant, selon la perspective des collaborateurs, donc les autres médecins spécialistes, tous les collaborateurs partageaient l'opinion que le modèle B était le meilleur modèle pour optimiser l'expérience patient. Tous les autres oncologues, comme les chirurgiens, les radiologues, partagent aussi l'opinion que le modèle B, c'est le meilleur modèle pour favoriser la coordination des soins. Donc là, on avait une opinion beaucoup plus centralisée autour du fameux modèle B. Mais par contre, les infirmières et les pharmaciens, eux, ont ressorti des avantages au modèle A. Donc, encore là, les données qualitatives sont très complexes, mais ça nous permet de réfléchir de manière différente, alors qu'on partait peut-être avec l'idée d'implanter un modèle en particulier. Les éléments et les nuances qui sont possibles d'aller chercher par des consultations aussi précises que celle-là, ça nous donne un peu plus de matière à réflexion. Merci. Alors, en guise de conclusion, les résultats étaient complexes, parfois surprenants, mais il y a plusieurs aspects qui sont ressortis, qui nous ont aidés à comprendre pourquoi les gens pensent d'une certaine façon, quelles sont les opinions, quelles sont les perceptions de toutes les parties prenantes, et en mettant tout ça ensemble, au final, les modèles ne sont pas encore proposés, ne sont pas encore finaux, mais ce qui est intéressant, dans le fond, c'est que c'est ni modèle A ni modèle B qui va être proposé, mais de tout ça est né un modèle C qui va probablement permettre de pallier aux désavantages d'un modèle et de tabler sur les avantages de l'autre modèle. Donc, en toute conclusion, en finale, ce que j'aimerais vous laisser comme message, c'est que ce processus-là est peut-être long et ardu, mais de donner une voix à toutes les parties prenantes et de prendre la perspective de l'expérience patient et de démontrer que les patients réagissent et les patients vivent les contre-coups de certaines organisations de nos soins et services. Je pense que d'être capable d'unifier les perspectives de tout le monde, ça va probablement aider à la transition, puis amener les équipes à mieux travailler ensemble autour de ce qui est réellement important et de la valeur ajoutée qui est le patient, l'usager. Je vous remercie.